Bonjour à tous, c'est Historia Girl. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un long moment d'absence et j'en suis désolée. J'ai décidé de commencer un nouveau concept de vidéo. Ce sera des vidéos sur des personnages historiques qui sortiront sur la chaîne en alternance avec les vidéos sur les monuments. Et chaque vidéo personnage aura un rapport avec la vidéo monument qui l'aura précédé sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de Catherine de Médicis que j'ai évoquée dans ma vidéo sur le Palais des Tuileries. Catherine de Médicis est née le 13 avril 1519 à Florence en Italie et elle est décédée le 5 janvier 1589 à Blois en France. Elle est la fille de Laurent II de Médicis, duc d'Urbino, et de Madeleine de la Tour d'Auvergne. Elle grandit en Italie d'où elle est originaire par son père. Elle perd ses deux parents quelques jours après sa naissance. En effet, sa mère meurt le 28 avril 1519, puis son père meurt le 4 mai 1519. À la mort de ses parents, elle obtient le titre de duchesse d'Urbino et de comtesse du Lauragais, puis celui de comtesse d'Auvergne à la mort de sa tante Anne d'Auvergne en 1524. Elle se marie avec le futur Henri II et est la mère des rois François II, Charles IX et Henri III, ainsi que des reines Élisabeth d'Espagne, Marguerite, connue sous le nom de Reine Margot et qui épousera Henri IV, et de Claude qui, elle, n'a pas été reine. À la mort de ses parents, elle est prise en charge par sa grand-mère paternelle Alfonsina Orsini, puis placée sous la tutelle de sa tante paternelle Clarisse de Médicis et de la cousine de son père, Maria Salvati. Son enfance à Florence est perturbée par la guerre que se livrent le pape Clément VII et Charles Quint. Les républicains florentins profitent de la défaite du pape pour se révolter contre les Médicis et prendre le contrôle de la ville. En 1529, les républicains prennent Catherine en otage et menacent de la violer et de la tuer. Catherine n'a alors que 10 ans et restera marquée toute sa vie par la cruauté politique de ce conflit. Pour la protéger, on la place dans différents couvents où par souci de sécurité on lui fait prendre l'habit de nonne. Une fois la ville de Florence soumise à l'autorité du pape et de l'empereur, on l'emmène à Rome, au Vatican, où elle va grandir auprès de Clément VII, placé sous sa protection directe. Elle quitte l'Italie en 1533, lorsque le pape fait alliance avec le roi de France, François Ier, qui souhaite la marier à l'un de ses fils cadets, Henri, alors duc d'Orléans, afin de contrecarrer l'influence à Rome de Charles Quint. En effet, seules les filles d'empereurs ou de rois sont considérées dignes de devenir reine de France. C'est pourquoi Catherine est mariée à Henri, le frère cadet du dauphin François. Elle n'est donc pas destinée à régner. L'alliance avec la papauté ne produit pas les effets escomptés du fait de la mort du pape Clément VII l'année suivante. Son successeur, le pape Paul III, rompt le traité d'alliance. Au début de son mariage, Catherine n'occupe que peu de place à la cour. Elle y est appréciée pour sa gentillesse et son intelligence, mais elle n'a pas 15 ans, ne parle pas bien le français et son mari est plus intéressé par son amie et confidente Diane de Poitiers. Le 10 août 1536, le destin de Catherine bascule. Le fils aîné de François Ier, le dauphin François, meurt soudainement, faisant de l'époux de Catherine l'héritier du trône. Mais Catherine et Henri n'ont pas d'héritier. Pour Catherine, la menace de la répudiation plane dès 1538, mais elle reçoit l'appui inattendu de Diane de Poitiers. Alors qu'elle craint de plus en plus d'être répudiée, elle accouche finalement en janvier 1544 d'un héritier, François, futur François II de France. Sa naissance, suivie par celle l'année suivante d'une fille baptisée Élisabeth, conforte la position de Catherine à la cour. À la mort de François Ier le 31 mars 1547, Henri d'Orléans monte sur le trône sous le nom d'Henri II et Catherine devient reine de France. En novembre, Catherine met au monde son troisième enfant, une fille prénommée Claude en hommage à la mère d'Henri II. Le 10 juin 1549, Catherine est officiellement sacrée reine de France. Le rôle qui lui est conféré à la cour est de procréer. En l'espace d'une quinzaine d'années, elle met au monde 10 enfants dont 7 survivent. Les difficultés de l'accouchement de jumelles en 1557 mettent un terme à ces grossesses successives.
Catherine obtient des responsabilités quand Henri II reprend la guerre en 1552 contre Charles Quint. Elle est nommée régente, elle assure l'approvisionnement et le renforcement des armées. Elle intervient en 1557 après le désastre de Saint-Quentin. Enfin, elle désapprouve ouvertement la paix signée les 2 et 3 avril 1559 au Cateau Cambrésis qui fait perdre l'essentiel des possessions italiennes de la France. Elle marque son rapprochement avec le clan des Guises. Des mariages ont lieu afin de renforcer les alliances politiques conclues lors du traité. Le 30 juin 1559, lors d'un tournoi donné à l'occasion des noces, le roi Henri II est blessé à la tête, plus précisément à l'œil. Il meurt après plusieurs jours d'agonie le 10 juillet 1559. Son fils François monte alors sur le trône sous le nom de François II. Sur les conseils de Catherine, il confie les rênes du gouvernement à la famille de son épouse Marie Stuart, les Guises. Par l'ascendant qu'elle exerce sur le jeune roi, Catherine joue un rôle central au sein du conseil royal, mais profondément touchée par la mort de son époux, elle reste en retrait par rapport aux Guises qui détiennent la réalité du pouvoir. Pour marquer son chagrin, Catherine choisit de ne plus s'habiller qu'en noir. À l'époque, le deuil se marquait pourtant traditionnellement en blanc. Catherine porte désormais un voile qu'elle ne quittera plus. La souffrance qu'entraîne chez elle le souvenir de son défunt époux la pousse même à ne pas assister au sacre de son fils le 18 septembre 1559. Le règne de François II est marqué par la montée des violences religieuses. La mort d'Henri II pousse les protestants à réclamer la liberté de conscience et celle de culte. Catherine de Médicis est considérée par certaines autorités protestantes comme une personne ouverte d'esprit et sensible à l'injustice. À la mort du roi Henri II, elle entame un dialogue avec les protestants. Elle se dit prête à accepter leur présence à la condition qu'ils restent discrets et qu'ils ne s'assemblent pas. Touchée personnellement par des pamphlets injurieux, elle appuie la répression par les Guises des rebelles huguenots qui avaient attaqué la résidence royale. Le mécontentement provoqué par les Guises au printemps 1560 les oblige à céder un peu plus de pouvoir à Catherine de Médicis. La montée du parti modérateur accroît son influence politique et le parti de la répression est contraint de l'écouter davantage. Elle s'entoure d'hommes tels que Jean de Montluc, Jean de Morvilliers ou encore Paul de Foix. En juin, elle permet au juriste Michel de l'Hôpital, opposant à la répression, d'être nommé chancelier de France. La mort de son fils François II, le 5 décembre 1560, la meurtrit profondément mais lui permet de reprendre les rênes du pouvoir. Le frère cadet de François II monte sur le trône sous le nom de Charles IX. Comme il n'a que 10 ans, Catherine de Médicis est déclarée régente. Pour améliorer le sort de ses sujets prêts à s'entre-déchirer, elle multiplie les tractations et les assemblées de décision. Dès décembre 1560, des états généraux regroupant les trois ordres de la société, la noblesse, le clergé qui représente l'Église et le tiers-état qui représente le peuple, sont tenus à Orléans. Ils se tiennent de nouveau durant l'été 1561. Pour finir, le 17 janvier 1562, Catherine promulgue l'édit de janvier qui est une véritable révolution puisqu'il remet en cause le lien sacré entre unité religieuse et pérennité de l'organisation politique. Il autorise la liberté de conscience et celle de culte pour les protestants à la condition qu'ils rendent tous les lieux de culte dont ils se sont emparés. Mais l'édit de janvier échoue à cause des antagonismes trop forts qui opposent protestants et catholiques. La reine refuse dans un premier temps la marche à la guerre que provoque le massacre de Wassy en mars 1562. Elle se tient à l'écart des deux partis, protestants et catholiques, jusqu'à ce que par un coup de force, François de Guise l'oblige à se placer sous sa protection. Le 31 mars, il débarque à Fontainebleau, où réside la famille royale, et la contraint à le suivre jusqu'à Paris. Durant les mois de mai et juin, Catherine de Médicis tente de résoudre le conflit, mais finit par se résigner à la guerre, devant la résolution des chefs militaires prêts à en découdre. Catherine intervient activement dans l'organisation logistique pour défaire les protestants. Elle se déplace au siège de Rouen.
La mort et l'emprisonnement des principaux chefs de guerre lui permet de ramener la paix. En août 1563, Charles IX devient majeur. Catherine abandonne donc la régence, mais Charles IX la confirme dans ses pouvoirs. Après 4 ans de paix, le conflit religieux reprend. En 1567, le prince de Condé tente de s'emparer du roi par surprise. C'est la surprise de Meaux. Charles IX et Catherine de Médicis se réfugient à Paris. Catherine impute au chancelier L'Hôpital l'échec de la politique de tolérance civile et le renvoie en mai 1568. Pour concrétiser une paix durable, Catherine tente d'organiser le mariage de sa fille Marguerite avec le prince protestant bourbon Henri de Navarre, futur Henri IV. Elle se rapproche des puissances protestantes en établissant une alliance avec Élisabeth d'Angleterre avec qui elle aimerait marier un de ses fils et en promettant à Louis de Nassau le soutien de la France aux révoltés des Pays-Bas. La mort en 1572 de la reine de Navarre Jeanne d'Albret l'arrange. Elle doit encore contrer l'influence auprès de Charles IX de l'amiral de Coligny. À la suite de l'attentat manqué contre Coligny le 22 août 1572, Catherine semble avoir choisi, sur les conseils de son entourage, de convaincre le roi de faire tuer les principaux chefs huguenots montés à Paris pour les noces. Le massacre dit de la Saint-Barthélemy commence dans la nuit du 23 au 24 août 1572. En dépit des ordres du roi et de sa mère pour l'arrêter, il s'étend les jours suivants avec l'aide du peuple excité par quelques prédicateurs catholiques à tous les protestants parisiens, puis les mois suivants en province. Il fait plusieurs milliers de victimes. Ce massacre pèsera lourd sur la popularité de Catherine de Médicis chez les protestants et dans l'histoire. Catherine prend le parti de rompre avec sa politique de concorde et fait contraindre les protestants à revenir à la religion catholique. 2 ans plus tard, Charles IX meurt d'une pleurésie. À l'âge de 23 ans, le duc d'Anjou, quatrième fils de Catherine, succède à son frère sous le nom de Henri III. Connu pour être le fils préféré et le plus intelligent, le nouveau roi entend gouverner par lui-même. Catherine continue d'exercer le pouvoir, mais ne peut plus prendre de décision sans le consentement du roi. Comme Henri III se trouve en Pologne à la mort de Charles IX, Catherine est déclarée régente. Elle assure l'intérim jusqu'au retour du roi en septembre 1574. Elle se réjouit de la capture de Montgomery, l'homme qui avait accidentellement tué son mari. Elle encourage la justice à procéder à son exécution qui a lieu le 26 juin 1574. C'est une période tendue pour Catherine qui se remet mal de la mort de sa fille Claude et qui entretient des rapports difficiles avec la nouvelle reine Louise de Lorraine que son fils épouse en février 1575. Sous le règne d'Henri III, Catherine demeure plus active que jamais au sein du gouvernement. Sa présence s'avère utile afin de raccommoder le roi avec son frère cadet François d'Alençon, victime des calomnies des mignons de la cour. Elle n'hésite pas à poursuivre et ramener à la raison son jeune fils quand il s'enfuit et prend les armes en 1576. La fin de la vie de Catherine est marquée par les préparatifs du mariage de sa petite-fille Christine de Lorraine, qu'elle élève depuis la mort de sa mère, la duchesse Claude de Lorraine, en 1575. Ces derniers mois s'assombrissent avec la montée en puissance de la Ligue catholique qui, à l'occasion de la journée des barricades, prend possession de la ville de Paris. Prisonnière de la ville, Catherine se fait l'intermédiaire du duc de Guise pour le réconcilier avec le roi, ce qu'elle croit avoir réussi lorsqu'il se retrouve à Chartres. À la fin de l'hiver, Catherine prend froid. Sa santé se dégrade avec l'assassinat du duc de Guise qui l'inquiète, d'autant que le roi ne l'avait pas averti. Le 5 janvier 1589, elle demande un confesseur, reçoit les derniers sacrements et meurt d'une pleurésie. Selon une anecdote célèbre au sujet de sa mort, dont j'avais parlé dans ma vidéo sur le palais des Tuileries, une quinzaine d'années auparavant, en 1571, son astrologue Komrudjiri lui aurait prédit qu'elle mourrait près de Saint-Germain. Catherine de Médicis, très superstitieuse, s'éloigna alors de tous les endroits rappelant de près ou de loin Saint-Germain, pensant échapper à la funeste prédiction. Ainsi,
Par exemple, elle fit interrompre la construction du palais des Tuileries dépendant de la paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois. Elle refusa également de se rendre au château royal de Saint-Germain-en-Laye. Mais le destin la rattrape et sur son lit de mort, lorsqu'elle demanda son nom au confesseur venu pour lui porter l'extrême onction, celui-ci lui répondit « Julien de Saint-Germain ». Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de commenter. N'hésitez pas à me donner vos idées pour de prochaines vidéos et à me suivre sur Instagram. Le lien est dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine plongée dans l'histoire.